Donc, je suis Gianni et je suis le président et fondateur de Gaia First, qui est une association environnementale et qui est ici à Paris, enregistrée à Paris, mais effectivement, c'est une association internationale. On est présent dans 25 pays différents. On a environ 30 personnes qui travaillent directement, sont des volontaires qui travaillent directement pour nous. Et en plus, on a des centaines et centaines de personnes qui sont des bénévoles, volontaires, occasionnels, qui travaillent ensemble avec. Donc, c'est très important. Je remercie tout le monde qui est présent aujourd'hui ici et online, parce que, étant donné que c'est une école très axée sur l'environnement, je parle aux futurs dirigeants et créateurs d'entreprises et dirigeants d'entreprises, et c'est à vous de faire la différence à ces moments-là. Et donc, c'est très important que vous êtes là et je vous remercie. Merci à vous. Donc, on va repartager votre présentation. Alors, hop. Voilà. C'est bon? C'est bon. Je vous confirme que c'est bon. Je me lance? Allez-y, comme vous voulez. D'accord. Ben, ça. En effet, on a 10 ans pour établir l'équilibre en nature qui a été bouleversé. Okay? On a 10 ans. C'est que tous les rapports, les rapports scientifiques, les conventions, les réunions de haut niveau international nous communiquent. On a 10 ans pour remettre en équilibre ces rapports qu'on a basculés. Parce qu'après passer ce délai-là, les changements seront radicaux et bouleversants. C'est la surpopulation, la surexploitation des ressources et le manque de responsabilité industrielle, c'est qui ont produit en pollution globale, l'extinction progressive de la vie végétale et animale, les changements climatiques, les pandémies et l'épuisement des ressources. Donc voilà, je répète, nous avons 10 ans pour dévier notre trajectoire pour éviter une extinction des masses. Ok, je parle de tout le monde. Ce n'est pas en bande-annonce d'un film, c'est la réalité. Okay. Nous pouvons la contourner, la minimiser, comme on fait souvent. On peut faire beaucoup de paroles sans rien faire des actions, mais les problèmes restent. Et tous les rapports scientifiques comme le GIEC, les groupes d'experts intergouvernementaux de l'évolution du climat, indiquent que l'état de notre monde naturel, sa richesse, sa biodiversité, sa capacité de régénération est bouleversée. Et c'est très différent de ce qui était il y a 30 ans. Bon, je pense que j'arrive à dire. Oups. Ok, problème technique, mais on va la résoudre. Hop, voilà. Je pense qu'on peut tout simplement ici. Ah, ok. Comme ça? Oui, on va légèrement plus grande. Alors. Voilà, là, on peut voir la différence des glaciers, reculement des glaciers. Les changements sont constants. Okay? À rythme actuel, dans 30 ans, déjà, la situation actuelle, c'est très différent de ce qu'il y était 30 ans, il y a 30 ans. Et dans 30 ans, tout sera perdu. C'est le temps d'un vie. Hein. Vous serez là pour en être témoin, mais c'est surtout vos enfants qui seront les victimes. Ok, je vais arriver doucement. Voilà, c'est quelques images pour... il y a une énormité, hein. C'est seulement des petits extraits que je pensais que c'était important de voir.
Voilà, des exemples sur les pandémies. Et ça, c'est les résultats des pandémies. Les manques de biodiversité, ça affecte, ça produit des pandémies. La pollution en général, ça produit des pandémies. Nous vivons, en même temps, c'est très important de comprendre que nous vivons dans une époque très, très spéciale. C'est un point tournant de la société. Parce que les actions positives que nous amenons aujourd'hui vont faire toute la différence. Si on reste assis à regarder les autres, à faire les choses, il y a grande chance. Et dans 30 ans, tout sera perdu. Donc aujourd'hui, c'est le moment d'entreprendre et faire des actions. Donc, je suis Gianni Valenti, le président et fondateur de Gaia First. Et aujourd'hui, on va discuter comment les actions environnementales réelles, comme celles qui ont fait à Gaia First, va vous permettre à vous et à votre entreprise de demain de faire partie d'un changement réel, positif, ainsi que de générer plus de revenus. C'est très important parce que c'est une opportunité d'échanger les mondes en même temps que continuer à faire du business. Donc, on va regarder un petit peu, on va se focaliser un petit peu sur les changements climatiques et la pollution. Aujourd'hui, nous produisons 2,12 milliards de tonnes de déchets par an. Je ne sais pas pourquoi, mais il aime bien grandir. Oui, je pense. Aujourd'hui, on produit 2,12 milliards de tonnes de déchets par an. Ça veut dire que c'est 4033 tonnes par minute. C'est énorme. Pour donner un ordre de dimension, c'est 13 Boeing 447 remplis de poubelles, de déchets par minute. Chaque minute. Qui remplissent, qui sont entassés dans des montagnes ou sont jetés, qui remplissent un petit peu les décharges et se déversent dans les rivières et les océans, intoxiquant la nature, les sols, l'air et toute vie animale. Un très petit pourcentage de ces déchets s'est recyclé, effectivement, dans une façon environnementale correcte. Mais qu'est-ce qui se passe avec tout le reste qui est cumulé dans des montagnes ou simplement rejeté dans la mer, où il n'y a personne pour régulariser et personne pour contrôler? Ah bah, voilà. Dans le monde, il existe de vastes zones sauvages occupées par des déchets. Et surtout des déchets plastiques, parce que c'est eux qui restent les plus longtemps. Et ces déchets intoxiquent toute forme de vie. Toute forme de vie, en différentes manières. Ils perturbent aussi l'écosystème, aussi l'absorption naturelle de CO2. Alors aujourd'hui, c'est très important de savoir ça parce que c'est le même CO2 qui est responsable, qui est largement responsable de la hausse des températures dans le monde, de la désertification. Je passe à la slide. De la hausse de la température, de la désertification, des incendies et du blanchiment des récifs coralliens, ainsi que des conditions météorologiques extrêmes. Donc, cette pollution, un autre à être intoxicante pour les animaux, pour l'environnement et tout, c'est aussi un fort bloc pour l'absorption du CO2. Rappelez-vous ça. Certaines de ces immenses zones
se trouvent dans l'océan. Ils sont connus comme les continents des plastiques. Et leur taille est si vaste c'est pour ça qu'on les appelle les continents des plastiques, que si on décidait de faire une route qui est traversée d'un côté à l'autre, il faudrait en voiture plusieurs jours pour la passer, pour la traverser. C'est pour donner un certain ordre d'idée, des dimensions. Il y en a 5, dont les plus grandes, qui c'est the Great Pacific Garbage Patch. C'est une zone qui est la partie centrale, c'est 3 fois la taille de la France, et tout autour, c'est 6 fois la taille de la France. C'est entre la Californie et les Hawaï. Il y en a 5, comme ça. OK? D'autant que ces continents en plastique se trouvent dans les eaux internationales. Okay? Il n'y a aucune organisation, aucun pays qui se tient responsable de leur élimination. Pourtant, leur présence nous affecte tous depuis l'intoxication de la faune jusqu'à nous en passant par les chaînes alimentaires et les pandémies. Sans oublier qu'ils empêchent les phytoplanctons, d'absorber les CO2 et les transformer en oxygène. Étant donné que les phytoplanctons peuvent absorber 4 fois plus de CO2 que les arbres de la forêt amazonienne par mètre carré, ça veut dire que nettoyer un continent de plastique équivaudrait à replanter la forêt amazonienne entière. Et il y en a 5. Donc c'est très important. Mais plusieurs initiatives ont été lancées pour attaquer cet énorme continent de déchets flottants. Mais le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs solutions qui sont encore en cours. Ramasser les déchets de manière active ou passive, naviguer vers eux, récolter les déchets, les emmener sous terre ferme pour les éliminer. Mais toutes ces approches ont été révélées extrêmement peu pratiques et ridiculement coûteuses. Mais si on avait un système pour transformer cette énorme masse de déchets en énergie, et donc transformer ces continents de plastique en une énorme ressource d'énergie verte, s'il y avait un système comme ça, le système existe. Il s'appelle la gasification ou électrolyse chimique. Et le système est si efficace que l'énergie verte produite est bien supérieure à l'énergie nécessaire pour traiter les déchets. Et c'est sur ça que Gaïa a fait son objectif primaire. In fact, Gaïa First, agit sur 2 rôles principaux. Un, c'est de sensibiliser les personnes en agissant localement au niveau international pour faire ainsi que tout le monde peut participer et bien se réunissent ensemble pour des actions réelles autour d'eux. Et 2, c'est les projets des GPGP, Great Pacific Garbage Patch, les projets des GPGP, qui avec 2 bateaux seulement, on peut réduire par 90% la taille des garbage patch, des plus grandes, en seulement 5 ans. Ça veut dire sans interruption et une autonomie énergétique. Voilà, c'est les bateaux qui peuvent récolter donc la plastique, les déchets flottants. Avec les systèmes de gasification, on peut transformer ça en hydrogène et utiliser l'hydrogène comme énergie verte. Un petit point sur la gasification. La gasification, c'est rien de science fiction. Hein. C'est quelque chose qui existe, qui actuellement a été développé début de 1900 et a été depuis ça a été développé. Et aujourd'hui, on le trouve dans plusieurs
entreprises, dans plusieurs marchés, mais ce n'est pas répandu. Pourquoi? Bon, ça, on rentre dans des détails un peu politiques et un peu de gestion, mais les systèmes marchent très très bien. Et les plus gros systèmes qu'il y a actifs, on les trouve à Copenhague, où tous les déchets de la ville sont gérés, sont transformés en énergie verte. Et on peut aussi les trouver sur Mars, parce que la NASA l'utilise pour extraire de l'oxygène, du CO2 de l'atmosphère. Donc voilà, c'est le même système. Mais de toute façon, je vous invite à regarder sur les sites internet, où il y a aussi un TED Talk que j'ai fait en septembre dernier, le 25, qui doit sortir soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Je vous invite à le consulter. Il y a beaucoup plus de détails et d'informations. Excusez-moi, sur le site de Gaïa? Sur le site de Gaïa, va être mis sur le site de Gaïa, mais ce sera aussi sur le site de TED Talk. Ouais, je vous invite à regarder le site de Gaïa. Déjà, il y a des informations supplémentaires. Et aussi la partie scientifique qu'on peut regarder. Aujourd'hui, notre équipe officielle donc, compte environ 30 membres dans le monde entier, tous des bénévoles, avec des centaines de volontaires dans 25 pays. Et nous continuons à grandir. Mais on a besoin de vous. Il est extrêmement important que nous comprenions que les changements doivent venir de nous, individus, nous tous, des entreprises, des groupes, des associations. Parce que les administrations et les gouvernements, à qui on aime bien pointer les doigts, ils ne vont rien faire. Ils sont là pour nous aider, pour amplifier nos actions, mais ils ne vont pas faire les premiers pas. Donc c'est à vous. Pourquoi? Parce que c'est nous qui nous sommes les marchés. Ça veut dire que la plastique sera produite jusqu'à quand le marché le demandera. Si nous, les marchés, par exemple, on décide qu'il y ait une masse, on éveille, on décide de trouver des alternatives à la plastique, de demander plus des alternatives, les industries, ils vont trouver des solutions. Et les gouvernements vont imposer ces solutions. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut aller vers les deux poils, on dit en italien. Donc, ça commence par nous. Mais à savoir que cette responsabilité des changements est particulièrement plus forte dans les structures qui génèrent de la richesse, comme les sociétés et les entreprises. Car elles peuvent contribuer directement et indirectement au bien-être général de notre planète et donc à nous tous. Et c'est pour ça que les Nations Unies ont développé les objectifs de développement durable, donc les 17 points, sont et deviendront toujours plus une obligation pour toute structure. Vous voyez, aujourd'hui, être responsable et agir globalement, ce n'est pas seulement une démarche philanthropique, mais aussi une stratégie commerciale gagnante. Et en effet, aujourd'hui, surtout après la pandémie Covid-19, l'ère industrielle et numérique est en nouveau tournant. Et la nécessité de travailler de manière plus durable est la seule stratégie gagnante. Une entreprise performante n'est plus celle qui agit dans un seul domaine, mais celle qui élargit. Et surtout sur la responsabilité sociale et environnementale est la nouvelle dimension. Et c'est pour ça qu'on arrive à la RSE. Qu'est-ce que c'est la RSE? La responsabilité sociale des entreprises, des initiatives qui profitent à la société. Ces initiatives se répartissent en 3 catégories, dont aussi connues comme les triples objectifs, que c'est l'environnement, le social et l'économie. Au début, il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient semblant, surtout dans la partie écologique. Et donc, on a commencé à parler des termes éco-blanchiment ou greenwashing. Mais aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus informés. Donc, ça a un contre-effet. Et donc,
les politiques qui profitent à l'ensemble de la société plutôt qu'à ce résultat des entreprises sont très regardées et prisées. Et il y a eu beaucoup des études sur les marchés. Il y a ici quelques études, on va les mettre un peu plus grandes, comme ça vous voyez mieux. Voilà. 64% des clients choisissent effectivement d'acheter aux marques ou de la boycotter uniquement en fonction de sa position sur une question sociale telle que l'environnement. 2019. 77% des consommateurs affirment que les pratiques de durabilité des marques jouent un rôle essentiel dans leur décision d'achat. 2020. 47% des consommateurs se détournent des marques qui ne prennent pas de position sur la durabilité. 17 ne revient jamais. Vous voyez, c'est des numéros très importants, surtout si on veut si on veut augmenter les ventes et ne pas perdre les clients qui sont déjà acquis. Pendant la pandémie, les rapports montrent aussi que les consommateurs sont devenus encore plus sensibles. Et les rapports de 2021 des PwC montrent que dans l'espace de 6 mois seulement, d'octobre à mars 2021, les consommateurs ont évolué pour devenir encore plus numériques et écologiques. C'est un besoin et un must. Et notre 70% des travailleurs admettent préférer travailler pour une entreprise qui s'engage en faveur de l'environnement. Alors maintenant, j'espère que vous faites partie de cette 78%. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Automatiquement, ça veut dire la réduction des taux des rotations des emplois et l'augmentation de la professionnalité de l'entreprise et des professionnels. À l'origine, les RSE visaient sensibiliser les entreprises en action positive. Aujourd'hui, c'est une stratégie de marketing et branding vitale qui vise à attendre de nouveaux clients et à fidéliser les anciens. Et donc, on passe à la question. Comment Gaia First et ses actions peuvent-elles être utilisées à votre entreprise? Bien sûr, je parle de votre entreprise, parce que soit que vous créez une entreprise ou vous travaillez pour une entreprise, c'est ça, votre entreprise. OK? Donc, tout d'abord, soutenir Gaia First n'est pas simplement un excellent outil de marketing. Bien sûr, ça marche très bien. Mais c'est une véritable action, en faveur de l'assainissement et du rétablissement d'un bon équilibre entre l'humanité et la nature. Et il y a 5 façons de maximiser la politique RSE avec Gaia First. Donc voilà, 1. Rejoindre les opérations locales pour renforcer les cohésions et les employés et créer des actions de team building. C'est très important dans les structures, les team building. Et aussi l'identité envers les employés. Et rejoignant nos actions de nettoyage mondial qui sont normalement chaque 2 mois, en date déterminée et sont faits en parallèle dans tout le monde. Donc, en rejoignant dans les zones officielles ou en créant une zone. Il y a quelqu'un? Bon. Il y a une question? Geneviève, vous avez une question? Sinon, votre micro est allumé. Vous avez d'éteindre son micro, je peux me permettre de couper. OK. D'accord. Donc, soit on peut rejoindre les endroits qui sont officiels, soit on peut créer un propre endroit avec des amis ou avec l'entreprise. Les participants donc rejoindront un mouvement mondial, sensibilisant et apportant un changement réel à un espace naturel compromis. On l'a fait ici, en plusieurs endroits, à Boulogne, à Bois de Boulogne, on l'a fait à Bois de Vincennes, on va le faire encore le 27 novembre. Je vous invite à venir, comme ça vous comprendrez un petit peu les actions indirectes. C'est très important, parce que cette action de cohésion, 1, c'est ludique, vous verrez, et 2, ça fait éveiller les gens. Les gens vont comprendre que même un petit geste, tous ensemble, fait des gros changements.
Donc après, il y a sponsorisation. Donc sponsoriser Gaïa, soit par des dons, des apports monétaires, ou soit par des biens aux compétences, c'est très important. Pourquoi? C'est un aspect vital pour soutenir toutes nos opérations quotidiennes, les matériaux, les développements de communication et les développements de projets de nettoyage de GPGP. Et ça va résonner, cette aide, ça va résonner dans notre présence publique croissante, comme sur les pages social media et tout type de communication. Et en plus, ça peut être utilisé aussi comme gage d'engagement vers le bien-être de tous au niveau mondial et international, interculturel. Après, la programmation des conférences, séminaires, Gaia First dans vos locaux. Donc, on parle toujours des entreprises. Pourquoi? Parce que ça va enrichir les employés dans une vision globale de la situation environnementale. Et en soulignant l'implication de l'entreprise dans l'atteinte des objectifs fixés par Gaia First. 4. Soutenir à co-créer des événements externes à Gaia First. Alors ça c'est, je parle ici à les futurs dirigeants, mais je parle aussi aux individus, parce que tout le monde peut participer à tout ça. Et on a besoin de vous, on a besoin de participantes. Même à programmer des conférences, séminaires, à soutenir, à co-créer des événements externes à Gaia First. On envisage de faire des marathons. On a besoin de quelqu'un qui nous aide à organiser les marathons. On a besoin de faire des dîners gala, des éco-journées avec des enfants, des conférences, des bars. Donc voilà, c'est votre opportunité aussi de prendre parti. Pour la partie, un jour, des entreprises, ça c'est très important parce qu'avec ça, on peut attendre de nouveaux clients, on peut renforcer les clients actuels et les employés. Et finalement, 5, investir sur le crédit carbone, le crédit de biodiversité. Alors ça va être un topic très intéressant au COP26 de novembre parce que dans les futurs proches, toute activité seront taxées pour leur empreinte carbone et leur empreinte biodiversité. Oui. J'ai un étudiant qui me demande si vous avez des actions prévues à Lyon. À Lyon? En plus à Lyon aussi et à Bordeaux éventuellement aussi. Non, mais on peut lancer ensemble des teams voilà, sur Bordeaux et sur Lyon. Ça, c'est à l'occasion de les faire. Donc, on est très international, mais on n'est pas dans tous les pays, dans toutes les villes. Donc, mais c'est très important qu'il y a des intéressés. On peut lancer des groupes de support local, comme ça, quand on fait les 27, l'opération mondiale, on fait des actions sur Lyon et Bordeaux aussi. D'accord. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message à contact@gaiafirst.org. Voilà, pour candider votre présence et vos soutiens pour faire cette opération-là. Donc voilà, je passe investir sur les crédits carbone. Donc, toute activité sera taxée et ou créditée en fonction de leur empreinte carbone et bientôt leur empreinte biodiversité. L'activité Gaia First, notamment le projet GPGP, ça va générer. Bon, première chose, ça va coopérer avec la NASA pour les satellites, pour bien confirmer et certifier l'espace libéré des déchets dans les océans. Et ça va générer des énormes quantités de crédits carbone qui après seront donnés à les entreprises qui nous soutiennent, à les structures qui nous ont soutenus. Donc, c'est très important aussi comme investissement. Donc, il y a plusieurs raisons au niveau structure, au niveau d'entreprise, pour soutenir Gaia First. Mais il y a les mêmes raisons, bon, sauf peut-être celui-là, le crédit carbone. Pour un individu, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est effectivement les résultats. On va faire des résultats. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. On a besoin de vous. OK? Soit que vous êtes indépendant ou non,
directeur, dirigeant d'entreprise ou non. Les changements passent par vous. Et je vais terminer. Mon impact réel sur notre situation actuelle et notre réalité future. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Je vais terminer avec ce que j'ai dit au début. Nous vivons une époque très spéciale, car il s'agit d'un tournant majeur pour la société. Parce que les actions positives que nous prenons aujourd'hui feront toute la différence. Alors, quelle est l'action que vous allez entreprendre pour faire la différence? C'est tout. Merci. Un petit rappel de l'éveil colline qu'on est en train de structurer. Voilà, c'est tout. Je vous laisse ça. Donc, je répète, n'hésitez pas à nous follower, ça c'est très important. On essaie de booster sur Instagram. Donc, déjà, si vous pouvez nous suivre sur Instagram, ça nous donne des voix en plus supplémentaires. Et deux, c'est vous avez un peu de temps, un peu de compétences, ou seulement l'envie de faire quelque chose, de partager, de construire quelque chose ensemble, on est là. Envoyez-nous votre CV ou simplement un email et on va trouver de faire quelque chose ensemble. Moi, j'ai plein de questions à vous poser. Voilà, on y va. Déjà, dès le départ... N'hésitez pas à parler un peu fort pour ceux qui oui, sont- d'accord. Merci. Donc Yves Marty, je suis en M2 à l'ESI. Voilà. Ce qui me manque, c'est votre parcours à vous. Enfin, d'où vous venez. Mon Je n'ai parcours. pas forcément compris ou vous ne l'avez pas dit. Non, je Avant Gaïa, Oui. c'est quoi votre expérience? Et si j'ai bien compris, Gaïa, c'est une association. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en dehors de cette association? D'accord. Première Alors- question. Après, ça s'enchaîne. Alors, non, mais c'est tout à fait correct. Alors, moi, je suis un entrepreneur. J'ai fait des entreprises dans le passé et plusieurs entreprises ouvertes et fermées. J'essaie toujours de travailler dans l'environnement, dans le sens qui est quelque chose qui a du sens, qui apporte du changement. Aujourd'hui, je suis le directeur général de l'entreprise qui transforme les déchets en protéines animales. D'accord. C'est-à-dire les biodéchets, pas tous les déchets. Les biodéchets en protéines animales pour les élevages. Alors, je suis contre l'élevage et je suis vegan. Mais aujourd'hui, il y a une forte demande de protéines animales pour les élevages. Et donc, qu'est-ce que ça arrive? On a des destructions en masse des forêts amazoniennes pour la soja. On a des surpêches pour la farine de poisson. On a plein de choses. Donc. Et on a le problème des déchets dans les municipalités, dans un peu tout le monde. Donc, ça, aujourd'hui, moi, je suis directeur général de cette entreprise-là. Qui s'appelle Qui s'appelle Antenna Works. Antenna Works. Oui. Ah, si vous voulez travailler pour moi. Pourquoi pas? Mais enfin, moi, votre parcours, il m'intéresse déjà. Merci. Après, j'ai toujours eu un œil sur l'innovation et sur l'environnement. Donc, cette association a été créée en mai de l'année dernière, 2020. Donc, c'est assez récent. Mais l'étude et le développement du projet a été fait depuis 2016. Donc, c'est effectivement sur les papiers, on est là depuis 2020, mais j'ai travaillé avec des scientifiques, des ingénieurs de la NASA qui travaillaient pour la NASA, qui avaient développé ce système de gasification portable. Donc, effectivement, après, on a vu des choses ensemble. Et aujourd'hui, eux, ils sont plus partie de cette belle histoire. J'ai trouvé des autres équipes industrielles qui produisent ce système-là, qui sont très haut niveau. Donc, voilà. Comme ça. D'accord. Après, Mais je retourne sur une chose. Oui, c'est une association non-profit. Ça veut dire qu'il non lucratif. C'est-à-dire que pas seulement à la fin de l'année, les bilans sont équivalents dans le sens l'argent qu'on reçoit, c'est investi 100% dans les projets, dans la communication, dans l'administration en général.
Mais en plus de ça, on est tous des bénévoles, on est tous des volontaires. Aucun de nous en rémunération. Au moins pour le moment, parce qu'on n'a pas encore assez de fonds. Le moment viendra que les fonds seront suffisants et alors je devrais embaucher des gens pour prendre part 100% de leur temps. Aujourd'hui, on fait le maximum possible. Dans la continuité de mes questions, donc moi je voulais savoir, je voulais savoir qui vous étiez. On est d'accord que le point de départ de Gaïa, c'est les déchets flottants, c'est le nouveau continent plastique. Ouais. J'ai 3 questions par rapport au continent plastique. Pourquoi aujourd'hui il est entre Hawaï et US? Pourquoi il est concentré sur cette zone? Depuis quand c'est connu? Et est-ce que ce continent il bouge ou est-ce qu'il est stagnant entre Hawaï et les US? Alors, les continents plastiques dont on parle ici, c'est les vortex du Pacifique du Nord. Et on peut retourner sur la slide parce qu'il y a une image qui est déjà sautée, mais c'est intéressant aussi à voir. C'est un continent de plastique, c'est pourquoi cette zone-là, il y a cette cumul des déchets dans cette zone-là qui... attendez, voilà. Il y a cette cumul, il y a les courants marins, les vents marins, qui fait en sorte que toute pollution est cumulée dans des endroits spéciaux. Il y a 5 de ces endroits-là. Il y a un ici, un à côté du Japon, un à côté de l'Afrique. Il y a plusieurs. Okay? Donc, il ne reste pas fixe. Il bouge constamment. Mais la zone de concentration que vous nous avez montrée, oui. Elle englobe, qui est très importante, elle englobe les 5 zones dont vous venez de parler, où là on parle d'une des zones importantes. Non, c'est seulement une. C'est seulement une, oui. D'accord. Donc il y a 5 comme ça. Avec des zones de concentration différentes, exactement. Mais il y en a 5. Il y en a 5. Ok. Oui. Et donc, elles sont connues, même si elles ont évolué, j'imagine, au fur et à mesure des années. Ouais. À partir de quand elles ont été découvertes. Et donc, depuis combien de temps on les suit? Et pourquoi on se réveille, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pas que Gaïa, hein, oui, voilà, c'est pas anodin quand on entend 3 fois la France. Oui. Rien que pour... la partie concentrée, ici. Rien qu'ici, hein. Voilà. C'est donc énorme. ça fait partie de la multitude de choses qui interpellent et qu'on ne comprend pas de nos jours, ouais. je pense. Je ne sais pas, des choses graves, majeures qui se passent. Tout à fait. Et après, je ne veux pas monopoliser, mais votre exposé, il m'interpelle et il me sensibilise beaucoup. Du coup, j'ai plein de questions. Voilà. Mais, donc, depuis quand c'est connu? Depuis quand on s'est dit, ah ben tiens, il commence à y avoir une zone de quelques kilomètres carrés, c'est un peu louche. Et puis, on observe, comme on observe la fonte des glaces, que sais-je. Ouais. Donc, depuis quand quelqu'un s'est penché sur le sujet? Et depuis quand on évalue et on identifie cette zone? Ça fait presque 10 ans maintenant que c'est connu. D'accord. Parce que c'est en route qui c'est en zone qui est dehors des routes traditionnelles des parcours. Oui. Donc, c'est seulement à travers des expéditions spéciales et des traversées qu'on a découvert. Photosatellites aussi peut-être. Les satellites, c'est difficile. Aujourd'hui, oui, c'est possible. Mais il y a 10 ans, ou même avant, il n'y avait pas la technologie pour les satellites parce qu'on ne les voit pas. D'accord. Donc, c'est flottant, oui, mais ce n'est pas compacté dans le sens qu'on peut marcher dessus. Oui. Okay? Oui. Donc, c'est sous la mer, ça flotte. D'accord. Et au-dessus, on voit... C'est pas si facilement visible de l'espace. Pas de l'espace. D'accord. Voilà. Ou un peu d'altitude. Voilà. Mais aujourd'hui, avec les satellites, et c'est pour ça qu'on va travailler avec la NASA, eux, ils sont capables d'identifier exactement, comme cette graphique-là, la zone qu'il y a le plus de densité et celle qui a le moins de densité. Après, à savoir que cette île, ce continent énorme, on regarde la taille de l'Amérique et ça, si on prend toute la taille, c'est énorme. Énorme. Et il y a ça c'est 1 sur 5. Donc, après, il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs... c'est essentiellement de la plastique, mais il y a plusieurs tailles de la plastique qu'il y a. Donc, il y a de la microplastique à la mégaplastique.
Et donc, la microplastique, on parle des millimètres, même des microns, des grandeurs de la plastique. Et la mégaplastique, on parle des choses qui sont au moins 50 cm au plus. Okay? Donc, mais la partie centrale, c'est qu'il y a la plus grande concentration de déchets, c'est plus tragique, et c'est ça où nous, on va intervenir, c'est les premières 2 zones. Okay? Parce qu'on ne peut pas récolter la microplastique. La microplastique, c'est trop petite, on ne peut pas la récolter. Mais heureusement, ça compte seulement pour 8%. On va récolter par contre la mégaplastique, la macroplastique et la mésoplastique, jusqu'à 5 cm des grandeurs. C'est vrai, c'est pas tout. Mais si on ne les fait pas, tout cela va devenir microplastique dans le temps. Ça veut dire que la dimension qu'on a aujourd'hui de GPGP, ça ne va pas doubler ou quadrupler, ça va centupler. Ça va être énorme. Okay? Donc, il faut agir. Et pourquoi on se réveille maintenant? Je dois dire qu'on se réveille limitement. Seulement des dernières 2 années, on commence à regarder effectivement comment attaquer les problèmes. Parce que, ça coûte énormément cher avec les systèmes traditionnels, comme je le mentionnais avant. Énormément cher, ce n'est pas pratique. On ne peut pas les recycler. C'est contaminé. Il y a des espèces animales qui sont là, ils sont mangés par la selle, par plusieurs choses. On ne peut pas les traiter. Quand vous voyez qu'il y a des entreprises qui font les chaussures avec la plastique marin, faites attention. Parce que la plastique qui parle, c'est peut-être celle qu'ils trouvent dans les plages. Et même là, je ne suis pas sûr. Parce que la plastique, pour la recycler, il faut la mélanger avec la plastique vierge. Je viens d'un secteur qui connaît très bien la plastique. Donc, je peux vous dire que ce n'est pas possible de recycler 100% plastique récupéré dans la mer. La seule façon, donc, c'est de la transformer en énergie. Voilà. Alors, si je peux encore prendre la partie, après je laisserai la place aux autres. Du coup, voilà, la fin, c'est Gaïa. Du coup, Gaïa, c'est la seule association mondiale existante investie sur le projet. Il y en a d'autres. Est-ce que vous avez des partenariats? Alors, on cherche des partenariats, en effet. Il y a des autres entreprises, associations, entreprises, non, il n'y a pas, mais des associations qui visent à résoudre ce problème-là par des systèmes différents. Mais voilà, Gaia First, c'est la seule qui vraiment a un projet des navires avec les systèmes de gasification pour récolter 50 tonnes par jour de déchets et les transformer en énergie. Donc vous avez le concept, la technologie pour absorber, éliminer ce continent, cette zone. Ce qui m'échappe, ça rejoint la question de tout à l'heure, mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi cette initiative, elle se fait, et tant mieux, hein, mais pourquoi cette initiative, elle se fait par l'intermédiaire d'une association, puisque si j'ai bien compris, par l'électrolyse chimique, la gasification, l'idée c'est de transformer 90% en énergie verte. Donc il y a, au-delà de l'investissement énorme de départ, il y a quand même quelque chose à en faire à l'arrivée, puisqu'on produit de l'énergie verte. Cette énergie verte produite, elle va servir, ou elle pourrait servir à terme, alors, ça par rapport aux énergies existantes, les fameuses énergies nouvelles qu'on connaît aujourd'hui, que tout le monde connaît, on est là en particulier. Du coup, je ne comprends pas pourquoi c'est une association comme la vôtre qui s'investit, qui a des idées, quand ça pourrait être tellement plus énorme, tellement plus pris en considération à une échelle industrielle, internationale. Vous voyez ma question? Alors, il y a 2 raisons. J'espère que cette opération que nous amenons va ouvrir beaucoup plus de têtes et beaucoup plus de gens industriels intéressés à exploiter cette énorme ressource d'énergie. Il y a tous les autres aussi, parce que c'est exploitable. Donc, il y a ça. Et j'espère que ça va être un peu la boule de neige après les TED Talks, une fois que ça sera sorti. Et 2, il y a aussi une autre chose.
l'énergie produite, étant donné que la plastique, les déchets plastiques ne sont pas récoltés dans un seul endroit, il faut des fois naviguer plusieurs kilomètres pour récolter les 50 tonnes qu'on a besoin. Donc, l'énergie produite servira pour la gasification elle-même, donc pour la transformation du plastique en gaz, ainsi que l'énergie de bateau. Parce que c'est facile de dire on va récolter la plastique, mais on va mettre du diesel dans les carburants. Parce que ça coûte énormément cher aller au milieu du Pacifique, rester là et ramener à la base la plastique récoltée. Énormément. Ce système-là, c'est autosuffisant énergétiquement. Ça veut dire que l'énergie produite va être réinvestie, réutilisée par les bateaux eux-mêmes. Et voilà, ça, c'est pourquoi aujourd'hui, au niveau industriel, ce n'est pas rentable. Mais je parle de mes connaissances, ma technologie. Je ouvre la porte à des autres industriels qui peuvent avoir des autres solutions, peut-être des systèmes plus larges, des systèmes combinés pour récolter plus d'énergie, plus de déchets et libérer la zone polluée plus rapidement et en même temps faire des surplus et vendre de l'énergie. Donc voilà. Ça répond à la question? Comme vous avez pu, oui, merci. Je reste toujours dubitatif, mais en effet, un industriel, il doit avoir, malheureusement, aujourd'hui, un industriel, il doit avoir son gagne. Ouais. S'il y a des gagnes où il y a très peu, il ne va pas s'élancer seulement pour sauver la planète. Et c'est pour ça qu'une ONG peut le faire. Moi, je m'en fous, parce que principalement, c'est mon objectif, c'est de faire des actions, de sensibiliser les personnes. Donc, ça, c'est mon objectif. Et qu'il y a s'il y a des retours, ils seront réinvestis probablement pour replanter des zones forestières, de protection des forêts tropicales ou des forêts générales. On l'appelle rewilding, donc mettre en état sauvage des endroits qui ont été dévastés. Après, le retour sur l'investissement, c'est toujours pareil. On peut ne pas le voir au premier degré, mais soulager la planète d'une zone... Je pense que je vais convaincre. Mon but, c'est pas de vous convaincre. Je pense que vous êtes 100 fois mieux placé que moi, mais de temps en temps, c'est pas je vais investir $1, est-ce que je vais récupérer $1 ou $2? C'est au bout d'un moment, cette zone, plus elle va grossir, plus elle va polluer. Les poissons, vous avez parlé des phytoplanctons, etc. Donc, petit à petit, il y a un effet sur l'espèce humaine. Où on va avoir, je ne sais pas, les habitants des côtes américaines, les habitants d'Hawaï, etc., qui vont se retrouver, je dis n'importe quoi, qui vont se retrouver malades. Du coup, ça va avoir un coût au niveau de la santé. Pas seulement au niveau local, parce que les poissons, on voit bien que... Au bout d'un moment, ça a un coût aussi, cette pollution, puisque de nos jours, il faut raisonner souvent, malheureusement, par matière financière. Mais ça a un coût. Donc, l'investissement sur cette zone, pour éliminer cette zone, je ne peux pas imaginer une seconde qui soit à perte, parce qu'à un moment ou un autre, il y a un effet, et on ne parle pas que de sociétal, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça m'interpelle beaucoup, en tout cas. Ça m'interpelle beaucoup. Non, mais c'est très important, ça. Ce que tu as dit, c'est très important, et je te remercie aussi. Mais du coup, les États, ils sont au courant de ces zones de concentration. Pourquoi ils ne font rien? Je n'ai pas compris le départ. Les États, ils sont au courant de ces zones de concentration. Bien sûr. Pourquoi ils ne font rien? Parce qu'il y a quand même assez d'argent, je trouve, pour investir, pour gérer un peu ces... Ça va vraiment la question parce qu'il s'appelle la zone internationale. Ce sont des zones internationales. Et personne ne va investir de leur propre budget pour sauver une zone qui est l'intérêt de tout le monde. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. Et je ne dis pas que ça va pas être fait, parce que les buts, moi j'essaie de pousser avec l'ONU aussi, et aussi des autres organismes. Les buts, c'est de sensibiliser, d'avoir des supports internationaux pour ça. Parce que c'est pour le bien de tout le monde. Ce n'est pas pour le bien de San Francisco et Hawaï. C'est bien sûr, c'est eux peut-être, mais ils ne vont même pas voir. Mais c'est pour le bien-être de tout le monde. Alors, moi, j'ai des questions ici.
Alors, première question très rapide. J'ai un étudiant qui me demande si vous pourrez envoyer la présentation à la fin. Alors, dans tous les cas, je réponds dans un premier temps. Donc, comme la conférence est enregistrée, pour ceux qui sont en e-learning, ceux qui sont en alternance, ceux qui ne peuvent pas participer, vous pouvez regarder les replays. Donc, uniquement pour les étudiants. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour partager votre présentation? Oui, Oui. pas de souci, pas de souci. Bon, ok pour ça. Et ensuite, j'ai un autre étudiant qui me demande si, objectivement, quelles sont les contreparties néfastes de la valorisation énergétique de plastique marin sur l'environnement? Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire utiliser la plastique pour faire l'énergie? Exactement. Est-ce que, du coup, ça a un effet néfaste sur l'environnement? Alors, c'est une bonne question. Non, je dois dire non. Pourquoi? Parce que toutes formes de plastique aujourd'hui sont faites par des hydrocarbures. L'hydrocarbure, c'est quoi, effectivement? C'est de l'hydrogène, des carbones et de l'oxygène. C'est une molécule combinée. Okay? L'effet, la seule différence entre toutes sortes de plastiques, c'est la longueur des chaînes des hydrocarbures. Donc, les systèmes de gasification, c'est pour ça que je ne parle pendant les TED Talks. C'est très bien comme ça, il va avoir un peu plus de détails. Les facts, donc la gasification marche comme ça, avec des très très hautes températures, sans combustion, mais avec un contrôle de l'oxygène, on arrive à casser les molécules, les larges molécules, en des subunités plus petites, jusqu'à arriver au niveau moléculaire atomique. Ça veut dire qu'on peut mettre de la plastique et sortir du système de l'hydrogène, de l'oxygène et des carbones. Alors maintenant, je pense que beaucoup de gens ici sont au courant que l'hydrogène et l'oxygène peuvent combuster, donc ils peuvent réagir ensemble pour créer une énorme quantité d'énergie et de l'eau pure. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est ça. Après, le carbone sous forme de poudre, après on peut la récolter et il y a plein d'autres ça peut être utilisé dans l'industrie, dans plusieurs choses. Donc, faire les raquettes de tennis, les stylos, les crayons. Donc voilà, il y a aussi des autres formes, traces, des éléments, et surtout cet élément-là, ça en récolté, ça en redonné en fois qui ont fait les retours vers les ports chaque 3 mois ou 4 mois. Très bien. Bastien, ça répond à ta question? Sébastien utilise son micro. Super, merci beaucoup. D'accord, merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vous avez dit tout à l'heure que vous utilisez actuellement la méthode manuelle pour identifier ces zones. Est-ce que vous déployez les équipes sur le terrain? Si vous comptez utiliser la télédétection pour la détection de ces zones à risque, à quel moment, à quelle étape de votre démarche va intervenir l'utilisation de la télédétection? La télédétection, ça va être main en main avec l'opération. Parce qu'il faut travailler avec des systèmes de satellites pour identifier les zones. Parce qu'on parle des zones très très vastes. Je parle des diagrammes de tout le monde entier où il y a toutes les zones, mais il y a des zones très très vastes. Et être ici, partir sous la mauvaise direction, ça peut être très très inutile. On peut passer des journées, voire des semaines sans rien faire. Donc il faut attaquer exactement ici où c'est les plus concentré. Et donc on a besoin de savoir où c'est concentré. On a besoin d'avoir des guidages avec la NASA. En plus, on parle d'un environnement en pleine mer. Donc on a besoin de savoir les conditions climatiques. On a besoin de savoir plein de choses. On ne peut pas simplement dire, voilà, aujourd'hui, on fait ça pour 3 mois, on y va là. C'est quelque chose qui doit être constamment relayé avec les contrôles télématiques et donc les services de satellites. La technique de l'électrolyse chimique, elle a déjà été utilisée, et si oui, par qui, comment et quels résultats? Comme je dis, il y a la plus grosse, on la trouve à Copenhague. Oui. Et il y a même une piste de ski sous le toit.
Oui, Donc, oui, ils sont très avancés là-dessus. ouais. Mais on le trouve dans plusieurs secteurs. Après, c'est utilisé même pour la combustion de pétrole. Ça veut dire que c'est utilisé même pour optimiser les pétroles et faire du fracking. Ce qu'a fait Copenhague, hein, c'était pas expérimental, c'est quelque Non. chose qu'ils ont fait, qu'ils font, qui continuent, et ils ont une forme de, comment dire, d'indépendance énergétique. Celle Ils de se Copenhague, procéder, ou partiellement, c'est ça? celle de Copenhague, ils font ce procédé partiellement, mais ils le font et l'énergie produite, ça c'est réinjecté dans Copenhague directement. D'accord. Après, toujours pareil, question dans la foulée. Pourquoi Copenhague et pourquoi pas d'autres pays, d'autres villes ne se sont pas inspirées? Et ça, sont des autres questions politiques et administratives, Ouais. locales. Ouais. Souvent, c'est la gestion un peu compromise. Donc, je ne peux pas dire plus parce que c'est enregistré, mais D'accord, il faut voir. d'accord. Okay. Donc, Ouais. mais c'est connu, c'est expérimenté, c'est évalué et c'est prouvé depuis plusieurs décennies. Donc, Parce que ça prête à interrogation les bonnes initiatives qui ne sont pas suivies ou pas encore suivies par d'autres villes. j'espère Ouais. qu'en sortant publiquement avec des projets comme ça, et c'est pour ça que aussi c'est l'objectif de l'NGO, donc l'association, c'est effectivement d'éveiller les gens et de demander plus de leur administration. C'est pour ça que je vous dis que les changements passent par nous et pas par les administrations. Eux, ils vont suivre. Si nous, on démontre voilà, qu'on est au courant, ils vont dire « Ah bah oui, bien sûr, on va faire ». Oui. Monsieur, ma première question. Ma première question concerne la technologie utilisée pour faire disparaître ce plastique. Oui. Vous avez parlé de la gasification. Oui. Oui. J'aimerais savoir exactement comment ça se passe. Vous avez parlé tout à l'heure et dit qu'on peut, suite à cette réaction, on peut, la résultante peut donner de l'eau. Oui. J'aimerais savoir comment passer du plastique à l'eau. À cause de ces C'est composantes fantastique. moléculaires. Exactement. Alors, c'est, comment on peut dire, on prend un chêne métallique, un chêne qu'on achète. Et ça, disons que c'est une unité qui produit, c'est l'unité moléculaire de la plastique. Okay? C'est composé par plusieurs anneaux et chaque anneau est un élément. Okay? Les éléments qui forment cette chaîne, essentiellement, sont trois. Après, il y a des autres éléments traces, mais il y a essentiellement trois. Donc, l'oxygène, l'hydrogène et le carbone. L'effet de la gasification, ce n'est pas de réagir ces éléments-là, cette molécule-là avec quelque chose d'autre. Non, le système est de casser les liens entre chaque anneau pour récupérer les anneaux et les classifier. Voilà. Après, on prend certains types, par exemple l'oxygène et l'hydrogène, pour les réagir ensemble. Et cette réaction-là génère de l'énergie et génère la seule forme, le seul déchet qui est généré, c'est de l'eau pure. Donc c'est pour ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de pallier au problème de manque d'eau à travers de la matière plastique. Oui, en quelque sorte, oui. Mais après, les quantités d'eau, c'est pas... C'est première chose, la quantité d'eau. Oui, ça peut être récupéré, ça peut être aussi utilisé pour générer l'eau. Mais est-ce que la quantité est énorme pour satisfaire, par exemple, le besoin à l'échelle? Par exemple, si on parle des autres déchets à ciel ouvert qu'il y a, par exemple, en Afrique ou en Asie, où nous, on voit tous nos déchets, ben là, il y a des montagnes de plastique qui peuvent être converties en énergie sur place. Et là, ça va générer énormément d'énergie et de l'eau aussi. Mais si je peux me permettre, sans passer par ça, il suffit de désaliniser l'eau pour avoir de l'eau. C'est ce qu'ils font en Israël. Oui, mais juste que ça a son revers en fait. Ça, je sais pas. Ça a son revers, cette technologie de désalinisation. Bon, après on pourra en parler vu que c'est pas trop l'objet. Parce que c'est des questions. Ouais. Oui, on peut aussi transformer en eau pure. Oui, je connais, c'est par osmose inverse. Oui, en fait, concernant cette transformation également, pour obtenir de l'eau,
elle a posé la question de quantité. En fait, la question de quantité n'est même pas celle qui m'intéresse, c'était la possibilité. Si c'est déjà possible, c'est une très bonne chose, vu que même si on obtient, même si c'est 1 litre, vu la crise à laquelle on est en train d'approcher, la guerre de l'eau, c'est clair qu'un litre de non aura tellement de valeur. Alors oui, c'est possible. La réponse est oui, c'est possible. Les quantités, il y a des quantités minimum de plastique à traiter pour atteindre l'équilibre énergétique. Parce qu'on parle de très très haute température, donc il faut de l'énergie pour y arriver. Pour y arriver, donc l'énergie qu'on peut extraire de ces matériels, ça doit être équivalent au moins. Donc, sinon, ça va être une opération qui coûte. Comme ça, si on arrive à avoir une énergie équivalente, ça veut dire que ça coûte 0. Okay? Donc, on a au moins de l'eau pure. Si on a plus de déchets, on traite plus de déchets, donc on arrive à avoir un surplus énergétique. Donc, on a l'élimination d'un problème avec de l'énergie et de l'eau pure. Donc, voilà. Aujourd'hui, la solution serait d'aller dans cette zone, tirer les déchets pour amener sur un territoire sur la terre ferme. Non. C'est même dans les bateaux même. Parce que les moments qu'on récolte les déchets, il faut rester sur place. Sinon, ça enlève tous les intérêts de faire aller-retour. Parce qu'il y a une énormité des voyages à faire pour y aller. Sur une zone internationale, enfin, je pense que la première côte, elle est à je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de kilomètres. Donc, l'acheminement, sa question, c'est l'acheminement peut-être de l'eau. Ça pose un problème dans la mesure où c'est dans une zone. Ça pose un problème. L'eau pure, ça a réversé directement dans l'océan. Ouais. D'accord. Ouais. Pouvoir la transporter. Et vous avez dit que cette eau-là est comment on dit, pure. Est pure. Il n'y a pas des toxines, il n'y a pas des déchets qui restent dans l'eau. C'est chimiquement et c'est pur. Mais ça, c'est concernant le plastique. Ça, c'est concernant le plastique en considérant que cette matière, ce plastique-là, ce n'est pas juste du plastique qui se trouve au niveau de ces continents. On peut avoir peut-être du plastique qui est combiné à de l'aluminium, par exemple des boîtes de jus. Et tout cela. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'il en sera après, admettons que cette transformation est faite, il y a assez de fonds qui a été réunis. Qu'est-ce qui adviendra de ces matériaux? Est-ce qu'il y aura une autre réaction chimique qui va faire en sorte que les constitutions de ces matières combinées, plus ces chaînes carbone, oxygène et hydrogène, vont former un autre élément plus toxique? Alors, c'est très bien qu'on questionne, j'aime bien quand on me challenge comme ça. Alors, attends, alors, effectivement, il y a des contaminations. Il y a des contaminations animales, il y a des contaminations des sels, par exemple de la mer, il y a des contaminations aussi des autres matériaux. Il n'y a pas que de la plastique pure. Bien évidemment, il peut y avoir de l'aluminium, du verre, des autres matériaux. Tous ces matériaux-là, au niveau chimique et physique, avec les hautes températures, on arrive à les liquéfier. Ça veut dire les métaux qui sont récupérés en solide et toutes les autres choses qui sont les sels ou des autres choses comme ça, c'est aussi récupéré séparément. C'est cette procédure qui fera en sorte de récupérer uniquement les récupérables combustibles, donc l'hydrogène et l'oxygène. Tout le reste sera récupéré en forme solide. Et après, peut être vendu aux données par rapport à une fois qu'on arrive à l'époque. Mais ce système-là est déjà existant. Donc, si vous voulez voir un petit peu les résultats, je vous conseille d'aller voir directement sur le site. Regardez sur Internet, informez-vous. C'est très intéressant et il y a plein de choses à faire. Les plus grands blocs sont les administrations pour le faire. Mais une fois qu'avec des associations comme ça, une fois qu'on parle de ça, on exporte cette présence et cette fonctionnalité, les administrations peuvent seulement suivre.
Donc, j'ai une avant-dernière question. Ouais. Oui, je voulais savoir, cette technologie, vous avez parlé de l'électrolyse. Oui. Donc, en fait, c'est l'énergie électrique qui va être générée au centre pour, je sais pas, pour produire cette chaleur. Oui, tout à fait. Et vu qu'on se trouve dans la mer avec le sel qui est, comment on dit, l'accès à l'eau est un élément conducteur. Ça veut dire qu'en gros, on a sacrifié déjà la biodiversité qui se trouve à ce niveau. Vu qu'il y a des poissons, il y a peut-être des Oui. qui peut-être sont déjà malades qui ont été contaminés de façon aiguë suite à ces matières plastiques. Ça dit qu'en fait, ça serait comme les sacrifier. Mais est-ce que Gaïa a déjà pensé à ça ou bien est-ce que Gaïa n'a jamais pensé à ça ou bien Gaïa a pensé à ça, mais vu le résultat qu'on va obtenir sur le long terme, c'est plus avantageux en faisant ça? Alors, étant donné qu'on va essayer de filtrer seulement les matières plastiques et laisser les animaux, bien sûr, on ne va pas récolter toutes les choses qu'il y a. C'est en surface en plus. C'est sur la surface. Je ne sais pas quelles sont les profondeurs des océans là, mais l'action, je me permets. Hein. L'action, on peut aller on va descendre à des centaines de mètres. Non. Les actions là sont limitées à la surface. On parle des 2 mètres de surface et c'est tout. Donc, ça veut dire que la faune qu'il y a là, sur les 2 mètres, vivants, ils ont tout le temps de partir parce qu'on ne fait pas comment on peut dire, on ne récolte pas pour des centaines de mètres tout ce qu'il y a, toutes sortes de vie. On récolte seulement les déchets flottants. Okay? Ça veut dire aussi que s'il y a des déchets qui sont au-dessus de 2 mètres, on ne peut pas les prendre. Okay? Comme on ne peut pas prendre les tout petites. Mais c'est déjà faire l'action, c'est déjà nettoyer en belle partie. C'était la dernière? C'était l'avant-dernière. C'était l'avant-dernière. Après quelques années, le problème va revenir encore. Alors, non, parce qu'effectivement, nous, en même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup des initiatives pour estomper les quantités des déchets qui, des fleuves, arrivent dans l'océan. Ça, c'est déjà bien. Ce n'est pas la solution. C'est comme avoir les bassins il y a l'eau qui sort partout, on ferme les robinets, ou au moins on les baisse. Ça, c'est bien, mais il faut enlever l'eau. Donc ça, nous, on s'applique à l'eau. Après, il y a des autres ONG, des autres organismes, des autres associations, des autres entreprises qui vont nettoyer au fur et à mesure les fleuves, c'est essentiellement les fleuves. Mais il y a aussi les zones côtières, il y a aussi les déchets, les endroits, les dépôts de déchets. Ça, sont très importants. Il faut changer d'habitude. Il faut comprendre que les choses, déjà, arrêter d'utiliser la plastique mono-use, à usage unique, parce que c'est inutile. Ça reste pour des milliers d'années et ça dure quelques secondes. Oui. Voilà. Mais ça passe partout. Hein. Ça passe par les sacs, ça passe par même les jeans. Hein. 90% des jeans, c'est fait avec l'élastane aujourd'hui. Ça va quoi. Et pour ma dernière question, je voulais dire, hormis ces continents, c'est entre guillemets continents de plastique, il y a assez de matière plastique, que ce soit dans des centres, des CEP, des centres d'enforcement technique, ou au niveau même des côtes de certains pays, au niveau des plages, des plastiques qui sont recyclés. Est-ce que la réticence au niveau des administrations des pays n'est pas le fait qu'ils n'ont pas encore peut-être vu un projet, je ne sais pas, en grandeur nature pour voir l'importance de le faire? Parce que vu comme vous avez expliqué, c'est clair que si je suis président demain, je donne mon feu vert pour participer. J'espère que ça va être l'effet, exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des exemples à suivre, sont évidents et sont publics. Mais les informations ne circulent pas parce que ça peut déranger. C'est les poubelles. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, je ne vais pas dire avec ça, je ne vais pas dire que les présidents ou les gestions,
des administrations des pays sont corrompées ou des autres choses comme ça. J'ai dit simplement que les gens qui traitent ça ont tous les intérêts pour rester dans les business. Okay? Donc, ils essayent de trouver peut-être des petits ajustements, mais voilà, pour montrer qu'ils sont un peu plus écolos, mais ils vont rester là, parce que ça fait du business, ça va nourrir des familles. Mais le problème, c'est que cette famille-là nourrit, veut dire la déstabilisation environnementale. Et il faut simplement s'adapter. Il peut continuer à se nourrir, mais avec des autres systèmes. Voilà. C'est ça qu'il faut communiquer. Dans la lignée de sa question, je pensais à quelque chose pendant le débat, c'est-à-dire que là, on est concentré bien sûr sur cette problématique particulière, mais des déchets, des décharges plastiques, pas forcément dans les mers, mais à l'air libre ou dans d'autres mers ou dans des lacs, du coup peut-être plus facilement accessibles plutôt qu'une zone, que dans une zone internationale où aucun pays n'est investi, pourrait servir aussi de, si ce n'est déjà fait, j'en sais rien, mais pourrait servir aussi d'expérimentation avant de se lancer sur cette zone. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, oui, il n'y a quand même pas que dans les océans. Même si c'est à l'état de prototype. Voilà, même il n'y a quand même pas que dans les océans qu'il y a un amas de plastique qui n'a rien à faire, qui est nuisible, etc. Et voilà, du coup, ma question, ça serait, est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser à des initiatives, du coup, à des endroits qui affectent, encore une fois, des pays, des zones fluviales, maritimes, forestières, que sais-je. Et du coup, là, ça concerne un pays. Il y a les effets dont vous venez de nous parler, l'eau et compagnie. Du coup, ça, pourquoi ça fait? Est-ce qu'il y a des projets au-delà de ce projet-là? Alors, au-delà de ce projet-là, il peut y avoir. Et j'espère que ces projets-là, bizarrement, est plus facilement atteignable. Oui. Pourquoi? Parce que c'est des eaux internationales. Oui. Il n'y a pas de blocage. Oui. Il n'y a pas des lois, règlements Ouais. locaux, bureaucratie et toutes les choses comme ça. Ouais. Donc, c'est un peu en porte ouverte pour montrer. Ouais. Bien sûr, après, ici, on part dans une zone très éloignée des côtes. Donc, qui va Oui. voir? Oui. Mais la phase initiale de toutes ces procédures-là, c'est effectivement la création des premiers bateaux. Et les premiers bateaux, ça ne va pas partir tout de suite là-bas. Ça va faire les côtes et les Philippines, l'Indonésie, parce qu'ils ont besoin. Et parce que là, il y a assez de quantités pour être transformé en énergie et avoir un plus-value. Donc, pour alimenter les bateaux même. Et c'est pour ça qu'on va démontrer que les bateaux peuvent continuer à nettoyer en auto-alimentant. Une fois que c'est ça, et le deuxième bateau sera prêt, ils vont attaquer là. En plus de ça, on aura des caméras qui filmeront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un, pour montrer les effets de nettoyage sous l'océan, et deux, pour montrer aussi la condition de l'océan. Et trois, on aura aussi un espace dédié pour des équipes de chercheurs et des scientifiques pour étudier l'océan ouvert. Parce qu'il y a des conditions comme ça où on peut rester dans l'océan pour 3 mois sans revenir en arrière, il n'y a pas. Parce que normalement, on a besoin de revitaliser. Donc, comme ça va. Bon, ils vont manger un peu les poissons avec le microplastique. Ouais, c'est ça. Il y a un dernier point qui m'échappe un peu, vous venez d'en parler. Vous avez parlé, si j'ai bien compris et noté, de 2 bateaux pendant 5 ans, qui étaient suffisants pour nettoyer, si je puis dire, la zone à 90%. J'ai du mal à visualiser, imaginer que 2 bateaux pendant 5 ans suffisent pour nettoyer la zone. Il faut faire un peu de calculs. Oui. Donc, on parle des 80 000 tonnes de waste, Oui. donc de plastique, Oui. à un rythme de 50 tonnes par jour. Oui. Sur 5 ans. D'accord. En fait, vous avez dit ça comme vous auriez pu dire moins de bateaux sur une période plus longue ou plus de bateaux sur une période plus courte. Tout à fait. L'idée, c'est 80 000 tonnes. C'est pour donner un ordre d'idée de volume et du temps nécessaire. Alors, normalement, aujourd'hui, il y a des opérations comme Ocean Cleanup, des choses comme ça, qu'ils ont fait 3 mois dans la mer pour récolter 2 tonnes. Et ils étaient tous contents. Et le pire, c'est que 80 000 tonnes, en soi, qui recouvre donc 3 fois la France, ici, sur cette zone, c'est finalement pas beaucoup par rapport aux 2 milliards de tonnes
produites par an dont vous nous avez parlé finalement. Tout à fait. Mais heureusement, la grande majorité, c'est sous la terre ferme. Oui, oui. Là, il y a et on parle ici de 80 000 tonnes seulement de cette garbage patch. Certes. Il y a encore 5. Donc, Ouais. je ne dis pas de multiplier par 5, qui ferait environ 400 000 Ouais, tonnes. ce que je veux dire, Ouais. c'est qu'on est quand même loin des 2 milliards de tonnes. Donc, du coup, on pourrait se dire que mince, ça pourrait être gérable par rapport à tout ce gaspillage mondial annuel. Ouais. J'ai une autre question, c'est quand vous avez parlé de la NASA, Oui. quand vous avez travaillé avec eux, je n'ai pas trop compris ce qu'ils font avec on a parlé de Mars aussi, et l'oxygène. Alors, Mars, dans les rovers, dans les petites Discovery, les petites rovers qui fait les photos et prend des échantillons, des choses comme ça. Ils ont installé un petit système, très petit, donc c'est pour dire voilà combien les volumes que ça va être mis. Ils ont installé un petit système qui prend de l'atmosphère, donc l'air de l'atmosphère qui est riche en dioxyde de carbone, CO2, et à travers un système de gasification, donc des électrolyses chimiques, ils arrivent à casser les molécules. Donc, pour retourner sur tes points, les CO2, ça veut dire carbone, oxygène, oxygène. Ils arrivent à casser les molécules pour obtenir oxygène. Bon, eux, ils ne font pas les choses complètement parce qu'apparemment, si je ne me trompe pas, ils produisent de l'oxygène et des monoxydes de carbone. Mais de toute façon, cet oxygène-là, après, est relâché de l'atmosphère ou utilisé pour des autres systèmes. Et ça, il veut utiliser ça pour faire ainsi qu'en demain, on pourrait extraire l'oxygène comme essence, utiliser comme essence pour l'énergie, ou aussi pour respirer. Donc voilà, ça c'est l'idée de la NASA, mais la chose très importante à savoir, c'est qu'il y a cette possibilité, même sur des autres choses, il n'y a pas que les hydrocarbures qui peuvent être cassés. Effectivement, on peut casser tout. Une dernière question. En fait, ça concerne toujours cette technologie. Une fois cette chaîne cassée, vu que c'est à l'air libre, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas une évaporation? Bien sûr, il y a des évaporations, mais il y a tous les vapeurs sont réutilisés, sont captés pour être traités. Effectivement, il n'y a pas des vapeurs parce que soit on récupère et on met dans les cylindres, soit de l'oxygène ou de l'hydrogène, sinon si c'est de l'eau, on le compresse pour le faire devenir de l'eau pure, parce que c'est un état gazeux. Donc, voilà, donc tout est vraiment contrôlé. Il n'y a pas des échappements, des fumées ou des choses comme ça. C'est bon pour nous. Alors, moi, je suis très content parce que vous avez fait 1 milliard de questions. Il y a des autres questions? Alors oui, mais ça a été répondu au fur et à mesure. Ah, Donc, ok. j'avais par exemple quelqu'un qui demandait combien de bateaux sont nécessaires pour enlever. Donc vous y avez répondu avec les 2 bateaux en 5 ans, Ouais. etc. Ça a été répondu au fur et à mesure. Donc, D'accord. Merci pour vos questions. Alors, je suis très content. Vas-y. Ouais, c'est gentil, merci. Plutôt, mes questions sont plus basiques sur Gaïa. J'ai compris la philosophie que Gaïa nous offre, en fait, avec l'idée, j'ai compris. Et les objectifs aussi, c'est la sensibilité, l'objectif, et le projet GPGP. Ouais, vous avez volatilisé un peu dessus, mais je n'ai pas totalement compris. Et c'est pas vraiment. Oui, si je... C'est ça. GPGP, c'est les Great Pacific Garbage Patch. C'est ça le projet. Oui. Alors, au niveau des entreprises et partenaires, quelle est la philosophie, en fait, quelle est la philosophie que vous offrez aux entreprises pour qu'elles deviennent votre partenaire définitif? C'est ça, être partenaire, ça veut dire nous soutenir. Il y a plusieurs actions, comme on a vu à la fin, il y a les 5 faisons de nous soutenir. C'est voilà, pour démontrer aussi la participation à l'améliorement de l'environnement. C'est bien pour tous. Donc, eux, ils vont gagner l'image, ils vont gagner l'identité
et aussi des fidélisations des clients, des travailleurs, des trucs. Donc, c'est un gagnant-gagnant. Et de toute façon, c'est détaxé en plus. Parce que pour la loi 1901, donc l'association est faite, c'est sous la loi 1901, tous les dons, les choses qu'ils ont fait ont droit à une détaxification. Donc, effectivement, il y a une sorte de récupération de sous les taxes. Alors, pour revenir sur les choses que je voulais dire, c'est très bien que vous avez participé activement et ça vous a passionné. Ça me fait un énorme plaisir. J'aimerais bien que vous fassiez partie un peu plus. Ouais. Okay? Et venez au moins à des opérations qu'on fait, parlez autour de vous, parce qu'on a besoin de soutien. Pas de souci. On a besoin des followers. C'est bizarre de dire, mais les sociales, les Instagram surtout, c'est très porteur pour passer les informations. Donc, on a besoin aussi de ce soutien-là. Si vous voulez, si vous avez des actions à Paris, Lyon, Bordeaux, peu importe où, vous pouvez m'envoyer, vous allez me mettre tout ça, Oui, et moi on je va. partagerai à tous nos étudiants, et comme ça, ça, c'est ils ont toutes ces excellent. informations. En tous les cas, nous, l'école, on s'est abonné à votre page, donc on pourra essayer de retransférer. Mais si vous avez des choses importantes, vous me faites un mail, et moi, je m'occupe de D'accord, ok. transférer. Du coup, nous, en dehors du partage d'informations qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut davantage faire pour participer activement dans le compte de l'association Gaïa, par exemple? Si vous voulez participer activement, on a toujours besoin de compétences différentes. On a besoin des managers pour manager les équipes internationales. On a besoin des web designers pour faire les choses, des communications, donc augmenter la communication. On a besoin, moi personnellement, j'ai besoin aussi de quelqu'un qui va gérer avec moi au niveau international. Actuellement, je suis à la recherche. Donc, si vous êtes intéressé pour un stage ou simplement un volontariat, je cherche quelqu'un comme ça. Moi, j'ai posé la question, je crois que c'est à vous, mais ça ne peut pas rentrer dans le cadre de... Donc, stage, très bien, mais ça ne peut pas rentrer dans le cadre d'un contrat pro. Avec Gaïa, a priori. Ah, vous m'aviez répondu dans ce sens. Pas encore, D'accord. parce qu'on n'a pas encore le support financier pour faire face à ça. D'accord. Mais oui, on a beaucoup de promesses, donc j'espère que les promesses vont s'aboutir. Si vous, de votre côté, vous avez des contacts avec des entreprises ou des gens, des philanthropes, je ne sais pas, c'est bienvenu. On a besoin de tout coût. En tout cas, on peut vous rejoindre en tant que bénévole. Si on a des compétences. Bah oui, ça oui. Pas seulement sous les actions locales, sinon vous pouvez... Comment faire pour vous rejoindre en tant que bénévole? Alors, vous pouvez écrire, envoyer votre CV ici. Je l'ai écrit aussi dans le chat. Ouais. Vous pouvez envoyer votre CV là à contact@gaiafirst.org. Ok. Et déjà, comme ça, vous dites que vous voulez vous voulez participer. Soit vous êtes à Paris, soit que vous êtes à Lyon, ou Bordeaux, ou de l'autre côté de l'Antarctique. C'est très bien. On a besoin de vous. Donc, il y a un événement le 27 novembre. Le 27 novembre, il y a un événement. On est encore en cours de finalisation. On voulait faire le marathon le 27, mais on est trop court de temps, donc ça va être reposté à mai. On va faire un 10 km à Rennes en mai, donc ça va être intéressant. Mais en 27 novembre, oui, sur Paris, il y aura quelque chose. Sur Barcelone aussi, sur Kerala, en Grèce aussi, et dans plusieurs autres villes. Ça veut dire que vous avez un ou deux relais locaux dans plusieurs endroits du monde. C'est ça Tout à qu'il faut fait, comprendre. Derrière la trentaine de Oui, tout à fait. On a des importants à Kavala, en Grèce. On a eu beaucoup des ouvrages par la télé pour les actions qu'on a fait. Donc, avec les maires de la ville qui est venu, qui nous a donné un local. Donc, ouais. Dernière chose pour vous, ce petit sticker pour remercier Merci beaucoup. la participation. Super. Et si vous voulez, il y a les codes pour suivre sur Instagram. Donc, vous pouvez les mettre où vous voulez. Merci beaucoup. Vous voulez aussi? Merci. Attends, je n'en entre. Je vais tout de suite en mettre sur la voiture. Voilà. C'est sérieux, hein? Et pour vous dire, c'est aussi
papier recyclé. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fini.